Dernière partie de notre émission. Damien Morin, le PDG de Mobile Club maintenant. Salut Damien. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver, toujours... À un moment, non mais à un moment, faut arrêter le truc. Costume, c'est ça. Peut-être pas, mais on va dire entre le sweatshirt Zuckerberg, entrée en bourse, là c'est entrée en bourse de Zuckerberg, Ouais. ça doit être 2013 Ouais. ou 2012 même. Ouais, je pense que si je vais jusqu'à l'entrée en bourse, je mettrai un costume. En tout cas, pour investir dans les startups. Lui, il c'est l'avait pas mieux fait. de- Lui, il l'avait pas fait. Ouais, Tu te mais- souviens de la séquence? C'est carrément du marketing. Il était avec exactement comme. Bah ouais, mais d'ailleurs, il était habillé exactement comme toi, t-shirt blanc et avec le sweatshirt noir à capuche. Là, Là, on est lundi, il fait froid. Je suis pas une introduction en bourse encore. Donc, pourquoi est-ce que tu es là, Damien? D'abord, j'ai envie de savoir comment fonctionne Mobile Club, qui est ta boîte du moment là. Ouais. Et puis parce que il y a eu, alors grâce à qui? Mon Dieu, c'est les Échos et Angel Square. Angel Square, voilà, le classement des Business Angels. Et effectivement, ils ont relevé, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle là donc la nouvelle armée de Business Angels, c'est-à-dire vous êtes la deuxième génération finalement. Donc il y a eu une première génération, on va dire Simoncini, Niel, Granjon, voilà pour résumer, des gars qui avaient monté des premières boîtes avant même l'explosion de la bulle Internet, hop, qui ont investi et tout. Et vous êtes une deuxième génération finalement. Je suis même pas sûr que la première génération soit vraiment celle de Niel, Simoncini, Granjon, qui sont quand même des entrepreneurs complètement à part, qui certes ont toujours été actifs en tant que business angel, mais on parle que de 3-4 personnes. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que Ouais. moi, je cite ceux-là parce que c'est ceux que tout le monde connaît. Mais moi, j'en connais beaucoup d'autres. Hein. Ouais, mais la majorité des autres business angels, et c'est ça qui je trouve Qui ont important 45-50 ans. Hein. Ouais, tout à fait. N'étaient pas forcément des entrepreneurs tech. Ah, c'est ça que tu veux dire. Niel, Simoncini, c'est D'accord. quand même des cas à part. La première génération, pour moi, c'est même carrément des chefs d'entreprise, mais vraiment industriels. Je comprends. C'est, Des family office. Exactement. C'est par exemple des directeurs financiers de grands groupes qui maintenant ont envie d'investir un peu dans des nouveaux projets, mais c'était pas forcément des entrepreneurs tech. Alors que là, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Là, il y a une nouvelle génération de business angels qui arrivent, qui eux sont des entrepreneurs plus jeunes, qui sont plutôt issus en effet de cet univers tech, start-up, entrepreneurs qui ont eu accès à des financements type fonds d'investissement, etc., etc. Et ça, en effet, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais c'est vachement intéressant. Parce que c'est là que se crée vraiment l'écosystème. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que ces nouveaux entrepreneurs ils n'ont pas passé 40 ans de vie professionnelle avant de commencer à s'enrichir un petit peu. Et donc, du coup, ils ont une appréhension du risque assez différente. Et je pense que d'ailleurs, c'est des entrepreneurs qui, plus facilement, ont tendance à faire des tickets d'investissement qui sont peut-être pas forcément énormes. Enfin, je parle de mon cas perso. Hein. Non, mais attends, ton cas perso, Damien, t'as pas 40 ans de vie professionnelle. En plus, et puis surtout, je suis ni Niel, ni Granjon. Donc moi, j'ai pas fait un exit extraordinaire sur mes stories, mes histoires entrepreneuriales. Donc moi, je fais des tout petits tickets de business angel, par exemple. Moi, j'investis des tickets entre 20 et 70 000 euros par boîte. Donc c'est de l'argent, mais c'est pas, je suis pas un investisseur qui investit plusieurs millions par an. Je fais pas du tout partie de Et toujours au tout démarrage? Alors, ouais, moi je cherche des projets qui sont vraiment au démarrage parce que c'est là qu'on va faire les plus gros multiples. Et moi, je pars du principe que quand j'investis dans une boîte, mon argent, il est perdu. Hein, c'est-à-dire que je pars du principe que de toute façon, j'ai 80% de chances de ne jamais le revoir. Ouais. Mais j'espère que dans 20% des cas, je vais récupérer ma mise, voire même faire beaucoup plus. Je vais pouvoir faire en quelques années 10 fois ma mise, 20 fois ma mise, 30 fois ma mise. Et ça, c'est unique. On peut le retrouver, c'est des multiples qu'on ne peut retrouver que dans ce type d'investissement. Des investissements très risqués. Qu'est-ce qui... Alors d'abord, non, première chose quand même, parce que je t'ai pas présenté comme si tu étais Johnny Hallyday, pas encore tout à fait. Donc effectivement, tu n'as pas fait des exits extraordinaires. La première boîte, ça a même été un crash, voilà, qui s'appelait à l'époque... non, pas complètement... Non, parce qu'on est quand même... on est rentré en redressement judiciaire en 2015, donc je peux rappeler rapidement ce qu'on faisait. C'était Save My Smartphone. Exactement, on faisait de la réparation de smartphones. En 2016, on a eu une perte de cash, on est rentré en redressement judiciaire et on s'est restructuré. On a licencié la moitié des effectifs, fermé la moitié des magasins, mais à la fin, on était de nouveau rentable et on est ressorti en plan de continuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une session au tribunal et donc ça a été une session qui a eu, il y avait une transaction.
entre le nouvel acquéreur qui est Remade, qui malheureusement n'a pas connu un super sort. Absolument. Mais donc il y a eu une transaction avec donc tous les actionnaires de Save, dont je faisais partie évidemment, et puis adossé à des fonds et d'autres personnes. Donc je suis resté 1 an, et puis maintenant Mobile Club. Donc c'est la location de téléphone mobile. Hein. Exactement. Donc toujours un service pour les particuliers. Ce coup-ci, à la place de les réparer, on les loue. Donc on a lancé des offres de location de smartphones sans engagement. C'est-à-dire que les clients peuvent changer d'appareil autant qu'ils le souhaitent. Ton grand sujet, le déclic, ça a été le smartphone à 1 000 €. Je ne sais pas s'il y en a encore à 1 000 € d'ailleurs. Je crois qu'ils sont retombés un petit peu. Non. Ouais. Alors, ça a été ça le déclic, c'est-à-dire à un moment, forcément, si ça commence à coûter le prix d'une voiture, il faut qu'on puisse le louer comme on loue une voiture. C'est exactement ça. On va dire que il y a dans la propension à consommer des ménages, il y a plein d'outils financiers pour se loger, pour acheter une voiture. Maintenant, ça se fait évidemment à crédit, en leasing, etc. Et pour les produits de technologie, de moins en moins. Pourquoi ? Parce que c'est technique sur les particuliers. Il faut être capable de faire du scoring client. Il faut être capable de connaître la dépréciation du produit dans le temps. Ce qu'on est capable de faire sur une voiture, ce qu'on est capable de faire dans l'immobilier, mais dans la technologie, on part du principe qu'une fois qu'il est acheté, voilà. Et dans les smartphones, il y a eu une opportunité qui a été l'extraordinaire boom du smartphone d'occasion. Pas moi qui l'ai créé, des boîtes comme Remade, Back Market, etc. surfent dessus. Ce qui fait que maintenant, il y a un cours de l'occasion. Donc on est capable de prédire la valeur de l'occasion et donc on est capable de le financer à l'entrée. Avec ce qui était au départ ta démarche de Save, c'est le truc le plus important de votre vie. Ah oui, c'est... le fameux truc. Pourquoi est-ce que vous remonteriez dans votre appartement quand vous êtes en bas? Est-ce que vous avez oublié le smartphone. Même sa carte de crédit, maintenant, on la laisse. Exactement. Ah ouais, tout à fait. C'est l'objet le plus important de nos vies. Et c'est vrai que c'est assez fou quand on y repense qu'il n'y ait pas eu ce modèle, sachant que c'est l'objet le plus important de... Alors, leur vie, peut-être pas la mienne, mais en tout cas la vie d'une certaine génération. C'est vrai qu'il y avait, et que cette génération, par définition, n'a pas les moyens effectivement d'investir. Exactement. Donc on leur permet en effet d'accéder à des smartphones avec des loyers qui vont entre 20 € par mois jusqu'à 50 € par mois en fonction des produits les plus récents et les plus chers. Et tous nos loyers incluent une assurance vol et casse. Ça, c'est juste un montant. On est à l'aise à le payer tous les mois. Il n'y aura jamais de galère. C'est même assuré, donc il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. On n'aime pas donner encore des chiffres, mais bon, on a plusieurs dizaines de milliers de clients. Ça se passe très bien. On est financé clients avec, qui renouvellent leur téléphone régulièrement, parce que j'imagine que ça aide aussi à renouveler son téléphone régulièrement. Oui, tout à fait. On est en sans engagement, donc nos clients s'en vont quand ils veulent ou changent d'appareil autant qu'ils le souhaitent au sein de notre offre. Et on a des clients maintenant depuis 2 ans et demi, donc on a déjà vu en effet plein de renouvellements d'appareils. Et ça se passe bien en termes de, parce que c'est ça, à chaque fois, nous on se dit, oh, oui, mais le comportement des gens. À partir du moment où c'est loué, ils s'en foutent, ils vont le casser, etc. Tu vas te retrouver avec des primes d'assurance incroyables. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Évidemment, il y a des produits qui reviennent pas en super bon état. Il y a évidemment des sinistres. Il y a une sinistralité sur le vol, la casse. Mais ce que nous, on observe, c'est qu'on a une sinistralité qui est standard dans le monde de la location et voire même de la propriété, de l'assurance. Donc les gens sont pas particulièrement moins soigneux parce que c'est pas le leur ou parce que c'est le leur. Voilà. Revenons sur ta vie d'investisseur. Qu'est-ce qui t'intéresse justement? C'est l'univers du mobile. Dans quoi est-ce qu'aujourd'hui il est intelligent d'investir? Alors, c'est super difficile parce que je pense que si on essaye d'être trop bloqué à un secteur, en fait, il y a peu de projets. Sauf si on est vraiment dans un univers spécifique, comme par exemple le médical. À ce moment-là, on connaît bien medtech, biotech, et on peut rester vraiment dedans. Pour des gens comme moi qui font... moi je fais plutôt des business consumer. C'est vraiment je dirais pas qu'il faut rester dans l'univers du mobile, sinon je trouverais pas assez de projets malheureusement. Donc moi, qu'est-ce qui me plaît? D'abord, j'ai essuyé à chaque fois des pertes quand j'ai investi dans des choses que je ne comprenais pas. Donc concrètement, il faut que je comprenne ce qui se passe et surtout que je comprenne quelque part un peu le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont passer par cette étape. Voilà, je comprends le chemin. Et que tu aies, toi, une utilité à ce moment-là à essayer de les accompagner ou pas du tout?
quand on me demande mon avis, je peux donner mon avis, mais souvent on arrive facilement à faire des introductions pour des choses un peu banales, une levée de fonds, tu as besoin de faire boucler un tour de capital, je peux te faire des introductions à quelques fonds, tu as besoin d'un crack en marketing, je connais 2-3 agences qui sont sympas. Mais sinon, la conduite de la boîte, en fait, c'est l'histoire de l'entrepreneur. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on attend, on investit dans la conviction de l'entrepreneur. Donc, si c'est pour que l'entrepreneur, toutes les 2 secondes, il dise « je ne sais pas où je vais », et donc la plupart du temps, on aide, mais on aide sur ce qui est accessoire. Le reste, la conduite, ça reste la conduite de l'entrepreneur. Et donc, ma question, c'était qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Ou qu'est-ce qui est trendy? Qu'est-ce qui bouge? On investit toujours dans les projets pour 3 raisons. Moi, c'est ça qui me je m'intéresse pas. Je suis ce qu'on appelle agnostique au secteur. Par contre, voilà, il y a 3 critères qui sont importants, qui sont souvent un peu les critères des investisseurs. C'est numéro 1, l'équipe. Dès que j'ai investi dans des équipes qui me paraissaient un peu bancales, ça s'est toujours mal passé. Il faut que les gars soient soudés. Soudés, bonne équipe, puis surtout vraiment dans le projet à fond, quoi. Et alors c'est mieux quand il y a de l'expérience, quand c'est une deuxième boîte, c'est clairement on voit qu'il y a plus de, ça connecte plus vite, on fait des choix plus rapidement, etc., etc. Mais il faut que les gens soient autant meurent de faim, si je puis dire, que pour la première boîte. Ça, c'est parfois un peu difficile à trouver. Deuxième élément, évidemment, le marché. J'ai investi dans des projets qui peuvent devenir des futurs Google ou je sais pas. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait une échelle possible, en tout cas. Des boîtes importantes. Donc quand il me paraît que le projet est trop niche, que vraiment, ça va intéresser que 5000 clients, votre truc, je me dis que c'est pas pour moi. Et puis la troisième chose, c'est le produit en lui-même. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé par l'équipe? Est-ce qu'il y a déjà une app, un site, un projet, un business plan? Ça peut être vraiment au tout début, juste un deck et un business plan. Si ce que je vois est exceptionnel, vraiment en termes de design, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien pensé, je me dis ok, ça sera probablement bien sur ce qui va dérouler, la boutique, le magasin, etc., etc. Yuka, enfin, tu as investi dans Yuka, mais il y a très très longtemps, j'espère pour toi, parce que là. Ouais, j'ai investi dans Yuka au tout début. Ils ont fait qu'un seul tour de table, donc tout à fait. Yuka, combien 10, 20 000 enfin, la dernière fois que j'ai regardé, mais c'était il y a longtemps, ils avaient déjà 10 millions d'utilisateurs. Ouais, je crois qu'ils arrivent aux 20 millions. Ouais. Ils sont installés sur un téléphone sur 4 en France, donc c'est un gros business. et maintenant, je commence à voir les Yuka 2. Tu sais, vous allez faire le Yuka de l'environnement, vous allez faire le Yuka de, etc. Là, c'est le. Là, c'est le Graal. C'est le Graal, c'est le triomphe absolu. Mais alors, justement, quand tu es dans un tel truc, parce que le problème, c'est la sortie. Pas forcément. Ça viendra forcément un jour. Oui, ou je sais pas. Nous, on accompagnera la fondatrice dans ce qu'elle voudra faire. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est une app qui se veut très indépendante. Elle se finance d'ailleurs au-delà de notre investissement, parce que c'est un investissement, c'est pas pour toute la vie. Au bout d'un moment, ça nous permet juste d'atteindre peut-être un moment où on arrive à être ce qu'on appelle le break-even, autofinancé. Et c'est leur cas d'ailleurs. Ils ont trouvé un modèle super malin en vendant des calendriers, des livres. Ils ont une petite version premium aussi de leur app. Qui leur permet maintenant de faire suffisamment de revenus pour leur fonctionnement, et ils continuent à grossir. Ils ont une super roadmap encore devant eux, en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Donc non, ça c'est une belle boîte. Merci Damien. Avec plaisir. Merci Damien Stéphane. Morin, donc le PDG, parce que c'est quand même ça, de Mobile Club, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.